Merci. Alors, merci pour l'invitation. Alors c'est un petit peu impressionnant effectivement de se retrouver après la suite des orateurs. Hein, donc voilà. Et juste pour commencer, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous parler de sismologie. Donc je vais faire un peu la suite de Barbara qui a commencé quasiment. Et puis, mais en même temps, je vais juste quand même vous parler de comment se sont développés ces sujets au travers de cette interaction avec une communauté qui est beaucoup plus large. Alors, je ne vais pas discuter des commentaires de Barthes, mais quand même, c'était ce que j'avais prévu de dire quand même en commençant, c'est que je suis très sensible à l'argument de Léna, pas celui de dire que je vais méditer tranquillement sur les rochers, mais celui de dire que des endroits comme Cargès, c'est un bon endroit, quand on est dans une discipline qui a ses limites, dans laquelle on a une compétence qui est elle-même limitée, de s'immerger dans plus grand que soi. Et ça, je trouve que c'est une très belle formule et qui est très importante dans le contexte de ces écoles où on voit mise en place une espèce d'intelligence collective qui est beaucoup plus grande. Et c'est quelque chose à la fois impressionnant, mais aussi très attractif. Voilà, et puis un mot pour vous dire que ce que je vais vous présenter là, c'est un petit peu de sismologie au début quand même aussi pour continuer Barbara, parce que voilà. Et puis je vais plutôt vous parler de comment on peut regarder la sismologie autrement quand on quitte la perspective habituelle de la géophysique et qu'on essaye de se mettre dans des perspectives qui sont celles de la physique en général, avec des choses qui, en fait, en tout cas pour moi et pour beaucoup, ont apparu comme nouvelles. Et enfin, voilà, ça a été une occasion non seulement d'apprendre, de développer des recherches, mais d'avoir du plaisir et de développer des amitiés de long terme. Et ça, Barthes vous a déjà montré une image qui résume un peu ça. Voilà, alors en sismologie, on enregistre les mouvements du sol avec des capteurs classiques. Une chose qui est importante juste à retenir avec ces capteurs, c'est que ils résolvent parfaitement le champ. On a une équation d'élastodynamique, elle s'écrit avec le déplacement. On a un capteur tridimensionnel. Si on fait quelques efforts de plus, on arrive à vraiment mesurer les déplacements avec une résolution en espace et en temps qui est quasiment parfaite. Donc par rapport à d'autres disciplines, comme par exemple ce que vous montrez Mathias en zone acoustique, c'est des énormes capteurs, enfin bon, c'est pas terrible. Donc, nous, on mesure vraiment, on résout le champ. Et donc, ça, c'est une forme d'avantage, en tout cas, pour explorer ces signaux. Alors, on a appris beaucoup de choses avec ces capteurs et avec ces enregistrements, mais il y a des choses qu'on a appris, puis d'autres qu'on n'a pas appris. Alors, vous avez vu l'imagerie de la Terre profonde avec Barbara. On a appris les sources des grands tremblements de terre. On sait quantifier la source des tremblements de terre. On a appris des choses sur la dynamique à très long terme de la Terre. Mais il y a des échelles à la fois de temps et d'espace qui ne sont pas du tout bien résolues. Alors, après, il y a des problèmes d'imagerie pour les échelles d'espace, mais je dirais aussi qu'il y a des problèmes sur les échelles de temps. C'est-à-dire qu'on a une résolution du temps qui est très faible dans nos images. Et l'idée qui sous-tend beaucoup des choses que l'on fait, et c'est le but en fait de mon exposé, c'est l'idée d'une Terre gelée, et qu'on va étudier à un instant donné. On va trouver les traces de la dynamique, et il faut faire des efforts très grands. Mais quand on connaît ces traces de la dynamique, on va pouvoir faire des modèles physiques pour essayer de recomprendre cette dynamique. Mais c'est une dynamique qui va être une échelle de temps dans laquelle on doit considérer que le système est gelé. Et moi, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que, au travers de ces études qui ont effectivement largement débuté ici, on va pouvoir espérer avoir une vision de la Terre un peu différente, dans laquelle l'échelle de temps d'observation va être extrêmement réduite. Donc dit autrement, ce que je voudrais vous montrer, c'est que des progrès dans l'imagerie peuvent nous amener à changer complètement notre vision de la Terre. Cette vision de la Terre stable,
d'autres référentiels intuitifs permanents qui n'évolueraient qu'à des échelles de temps bien au-delà de notre perception, eh bien c'est probablement une représentation qui est largement limitée. La Terre est un milieu changeant. Alors, à quelle échelle et de combien, c'est ce qu'on va voir, mais la question c'est que aujourd'hui, ces changements sont à notre portée, ce dont je voudrais vous convaincre. Alors voilà, on a plein d'enregistrements, et je vais juste vous dire un mot des enregistrements, mais je ne vais pas revenir beaucoup, je ne vais pas être très long là-dessus. Quand on prend un jour d'enregistrement, eh bien là c'est un jour vraiment spécial avec un gros tremblement de terre, et on a maintenant des centaines de capteurs, parfois des milliers de capteurs. Vous voyez tous les points rouges ici, c'est l'opération Alperet. C'est des milliers de capteurs qui couvrent les Alpes, au sens large, et toute la région environnante. Et cette journée-là, qui est une grande journée pour les sismologues, il y a eu un grand tremblement de terre. Barbara va pouvoir insérer des données dans ces bases de données. La plupart du temps, nos capteurs ont enregistré des signaux qu'on ne sait absolument pas interpréter, enfin qu'on ne savait pas du tout interpréter, qu'on appelle du bruit. Alors, ce n'est pas du bruit au sens électronique du terme, nos capteurs, ils résolvent le bruit physique, et donc ils mesurent les mouvements permanents de la surface. Et donc ça, c'est grande partie, l'immense partie de nos enregistrements. Et donc, d'où vient ce bruit? Alors, suivant les gammes de périodes qu'on considère, le bruit a des sources complètement différentes. Moi, je vais vous parler d'un régime de période aujourd'hui qui est ce qu'on appelle, nous, les courtes périodes, c'est-à-dire autour de la seconde, quelques secondes à la seconde. Et ce bruit, eh bien ici, c'est absolument super pour en parler, parce qu'on peut se tourner et regarder la mer et les océans, 72% de la surface de la planète. Et ben, c'est bien, en général, aujourd'hui, c'est pas terrible, parce que ce dont je vais vous parler, c'est de la houle. C'est qu'en général, quand on n'est pas Cargès et si on faisait cette école au bord de la mer du Nord, on verrait de la houle. Et cette houle est une source de bruit global, permanente. Et ça, on le verra juste après. Pour les données sismiques. Oui. Oui, pour les données sismiques. Pour les données sismiques, la houle est une source permanente d'agitation. Une source d'onde de surface principalement. Mais aussi d'onde de volume. On va voir ça. Aussi d'onde de volume. Mais en fait, ce que ça veut dire, si tu veux, on verra après. Mais voilà, je te montre un truc tout de suite. Et chacune des sources qui va être active sur la Terre va nous provoquer des signaux. Alors ça doit être une figure que vous a déjà montré Barbara. Et je vous ai rajouté juste des petites animations histoire de bien comprendre quand même une difficulté de la sismologie, c'est qu'on a plusieurs types d'ondes. On a plusieurs trajets dans la Terre, mais on a aussi plusieurs types d'ondes, des ondes de compression, des ondes de cisaillement, et des ondes de surface, ici des ondes de Rayleigh comme polarisation elliptique. Alors juste pour dire, c'est un problème qui est un petit peu compliqué par rapport à la vision qu'on développe habituellement à cause de ce couplage entre ces différentes ondes que d'une façon ou d'une autre il va falloir traiter. Donc voilà, on a nos signaux, on a du bruit, je viens d'en parler, et on a de la coda. Alors la coda, c'est après un séisme, on voit passer des ondes balistiques, celles qu'on sait bien expliquer, les différents trajets dans la Terre avec ces différents types d'ondes, mais en fait ça ne suffit pas. Et si on prend un exemple ici sur le signal que je vous montrais, on voit que la coda, ça peut être très long. Alors on peut prendre un petit exemple ici avec un petit séisme. Et alors ici, eh ben, c'est pas le cas, mais j'avais un exemple où c'était un séisme qui avait lieu à côté des Ouches. Et le séisme ici se produit à quelques kilomètres de la source. Et vous avez l'échelle de temps, c'est 300 secondes en tout, 5 minutes. En réalité, le temps de propagation, c'est quelques secondes. Et vous voyez sur la première trace, c'est le signal habituel normalisé par le maximum. Donc vous voyez qu'il y a une onde de cisaillement qui est dominante. Et puis si je multiplie l'échelle par 1000, vous voyez dessous que 300 secondes après, je ne suis toujours pas revenu dans le bruit ambiant. Alors c'est intéressant parce que vous voyez que ce qu'on observe ici clairement, c'est qu'on est à 20 km de la source, on est bien au-dessus du bruit, à des temps qui correspondent à des trajets dans la Terre, qui sont de l'ordre de 1000 km.
Donc quand on est juste à côté, on observe ces signaux qui ont fait 1000 km. Je ne sais pas comment, mais ils ont fait 1000 km. Le temps l'indique pour ce qu'on sait des vitesses dans la Terre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la coda, et on va l'interpréter comme étant des signaux correspondant à de la diffusion multiple. Et donc, la première chose que je veux vous montrer ici, c'est comment, au travers de ces écoles, on a introduit ces concepts-là dans l'analyse de nos données sismologiques. Alors, ce qu'on peut faire en sismologie, c'est ce qu'on peut faire dans les autres domaines. On peut faire du traitement de réseau, faire des analyses directionnelles, faire un spectre directionnel des ondes qui se propagent localement. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer ici, peut-être ce qui va être plus parlant pour certains d'entre vous. On voit ici, donc, pour une série de fréquences, depuis des fréquences basses en haut à gauche jusqu'à des fréquences très élevées en bas à droite, on voit le beamforming, le FK, vous l'appelez comme vous voulez, la distribution en lenteur azimut des ondes qui arrivent sur notre petit réseau. Et là, on est en plein dans le bruit. Et là, il faut que je fasse un exercice extrêmement difficile. C'est que j'arrive à lancer mon... Voilà, il est parti. Et là, on est dans le bruit. Et ce que vous voyez, c'est quelque chose qui ressemble à du speckle. Il y a des arrivées qui viennent de différentes directions, de différentes azimuts. Et en fait, ce que je veux vous montrer, ça va se passer ici. Je pense que je peux l'arrêter. Hop! Et là, le tremblement de terre s'est produit. Et vous voyez qu'on est passé d'un speckle à maintenant un régime qui est extrêmement simple. On voit arriver une onde plane d'une direction particulière. Ici, la lenteur est très grande, c'est une onde de volume, c'est une onde de compression, et elle vient d'une direction particulière. Et vous voyez que à ce moment-là, en utilisant cette information-là, on va pouvoir travailler dans un milieu de référence homogène, quasiment, et utiliser des méthodes de milieu effectif pour trouver le modèle, et puis, par exemple, des tracés des raies, et faire de l'imagerie basée sur des méthodes simplement de tracés des raies, etc. Donc, ça existe, il n'y a aucun doute, c'est une bonne approximation pour faire de la sismologie, pour faire de l'imagerie. Mais si on laisse un petit peu passer le temps, ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va rencontrer des ondes qui vont plus lentement. Alors ça va être des ondes de cisaillement, la lenteur est plus grande, la vitesse est plus rapide. Et puis, donc on a différents types d'ondes qui suivent les mêmes règles, c'est-à-dire on va trouver des ondes balistiques assez simples. Déjà, vous voyez qu'à haute fréquence, c'est beaucoup plus compliqué. À haute fréquence, on commence à avoir un champ qui est complètement éclaté. Et puis très vite, on va rentrer dans la coda. Et dans la coda, vous voyez que les schémas qu'on voit, c'est ceux qu'on voyait quasiment dans le bruit. À part que maintenant, on a une vision différente de cette coda qui vous confirme bien cette idée que c'est une rétrodiffusion à l'intérieur de la Terre dans différentes directions, avec une fluctuation très rapide en temps de cette forme de speckle. Donc, ça vous donne une idée du type de la nature de ces signaux, et vous voyez que dans nos signaux, voilà, si j'y arrive, on va, dans le même signal, avoir tous les régimes de propagation qui sont présents. Au début, donc, on va avoir du balistique, puis du simple scattering, puis du multiple scattering, et puis, à partir d'un certain temps, de façon hypothétique, on va rentrer dans un régime qui est un régime de diffusion. Alors, tout ça a été étudié, en particulier pour les équations de l'élasticité, et on sait mathématiquement, alors on sait, disons, empiriquement, et on a aussi des théories mathématiques qui nous expliquent qu'un système comme celui-là va converger vers une équation de diffusion unique, dont on peut calculer les coefficients. Et vous voyez ici un petit exemple de comparaison. Alors la comparaison avec le sismogramme est c'est juste illustratif, hein, mais ce que vous voyez, c'est un calcul de la densité d'énergie calculé avec les équations du transfert radiatif couplées à plusieurs ondes, et vous voyez la comparaison avec l'hypothèse de simple scattering et l'hypothèse de diffusion. Alors effectivement, l'hypothèse de diffusion explique très bien ce que l'on calcule à partir d'un certain temps. Alors, à partir de là, nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment on doit stretcher notre sismogramme pour savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle très vite d'un régime qui est vraiment diffusif,
ou est-ce qu'on est en fait dans le simple scattering? Et la discussion des sismologues à l'époque où on commençait ces études-là, c'était la sismologie, c'est du scattering simple. Et on était très fixé là-dessus. Et donc, il fallait essayer d'avancer sur ce genre de choses. Alors, je voudrais juste vous montrer des choses très simples. Bon, l'idée, ça va être de considérer des modèles qui sont, bon, voilà, pardon, je suis allé un peu vite, là. Bon. Non, il ne veut pas. Bon, on prend un modèle, là, tout simple, on a une onde. Pardon? Faut que tu retournes encore un en arrière et tu reviens sur cette image. Super. Voilà. Donc on peut facilement faire des modèles et étudier des petits modèles tests de ce type-là. Et ce que je voudrais vous montrer dans ce modèle-là, simplement, juste intuitivement, pour ceux qui ne connaissent pas bien ces sujets, c'est qu'au début c'est balistique, puis il y a de la diffraction, il y a de plus en plus de diffraction, ça devient diffusif. Et le signe que c'est diffusif, pour nous, c'est la présence de ce halo avec une indépendance de l'amplitude par rapport à la distance, qui est complètement contradictoire avec tout ce qu'on fait avec des ondes propagatives. Et pour vous montrer, on va quand même regarder des sismogrammes pour un tremblement de terre, alors oui, cette fois qui n'était pas loin des Ouches, et qui est enregistré sur toute la France. C'est enregistré avec un réseau qui est parfaitement homogène, toutes les mêmes stations, etc. Et on regarde l'énergie en fonction du temps et de la distance sur le même diagramme. C'est un diagramme qu'on ne fait pas souvent en sismologie, de les dessiner comme ça. Alors bien sûr, c'est des courtes périodes. Et ce que vous voyez très clairement, c'est qu'au début, eh bien, on a les ondes directes, avec la décroissance qu'on attend, tout va bien, on peut faire un modèle, on sait bien faire ça. Et puis, à la fin, l'amplitude, l'énergie, la densité d'énergie ne dépend plus de la distance. Donc on a quelque chose qui ressemble vraiment à l'eau diffusive qui est apparue à l'échelle de la France dans ce cas-là. Alors maintenant, ça c'est une petite description juste pour vous montrer que ça se voit au premier ordre, quoi. C'est comme la petite manip qu'on pourrait faire dans son labo. Est-ce qu'on voit des choses plus subtiles? Et c'est là où on va aller plus à Cargèse. À quoi est-ce qu'on était exposé au début de ces discussions avec bon, ces noms dont on a parlé, le regretté Roger Ménard, et puis Ad Larendijk, et puis Georg Mareth, et puis l'équipe de Langevin avec Mathias, Barthes, enfin bref. Tout le monde se passionnait pour ce problème-là qui était celui de la rétrodiffusion cohérente. Et moi, ça me troublait parce que aussi, on a tendance à avoir une vision du monde qui est basée sur les modèles qu'on utilise. Et les modèles qu'on utilise, on fait du transfert radiatif et on dit, bon, la phase, c'est pas important. On va dire qu'il y a une description aléatoire du désordre. Donc, mais là, on voit quelque chose qui nous dit, non, mais toujours, il y a des bases, il y a l'équation des ondes qui est cachée. S'il y a l'équation des ondes qui est cachée, eh bien, il y a des principes de réciprocité. Et ces principes de réciprocité, dans certains cas particuliers, ils vont être visibles directement dans les données. Et là, c'est l'exemple en question, c'est le fait que quand on a un récepteur et une source qui sont au même endroit, c'est un cas un peu pathologique, mais où il se passe beaucoup de choses, eh bien, on a une réciprocité des trajets possibles. S'il y a un trajet qui part dans un sens et qui est multiple, et qui revient à la source, ben on sait, c'est déterministe, il y en a un qui fait le chemin inverse. Et quand on utilise cet argument, on se dit, ben, il doit y avoir une tâche d'énergie autour de la source qu'on doit pouvoir voir. Et voilà, ça c'est un bel exemple. Et ça c'est la physique de laboratoire. Alors c'est super beau. Les théoriciens proposent des formes pour ça. Bon, maintenant, est-ce que nous, ça nous parle et est-ce que nous, on voit ça? Ça serait important de montrer qu'on a la phase qui est préservée. Ça veut dire aussi que les longueurs d'extinction ne sont pas si grandes, etc. Et donc, on était allé faire une expérience, alors là, qui était directe conception Cargèse. Vous voyez les noms là, des gens, Larose et Margerat, Bartin-Tiralen. Et on a fait simplement l'expérience en disant, bah, on va se mettre, il y a des questions de réciprocité, donc de polarisation, donc nous on va faire des forces verticales, on va observer des déplacements verticaux, et on va faire des moyennes. Bon, bah, tout ça, il faut des capteurs, il faut des enregistreurs, il faut une masse, des gens costauds, et on va faire de la moyenne statistique sur des réalisations du désordre en allant se mettre sur un volcan.
où il y a beaucoup d'hétérogénéité, et quand on fait ça, eh bien, on observe que au bout quand on mesure à des temps, alors attendez, est-ce que j'arrive, voilà, quand on mesure après le passage des ondes directes et qu'on regarde les amplitudes en fonction de la position à la source, on voit rien de bien particulier. Donc on est dans un régime qui est en train d'évoluer vers la diffusion, mais c'est pas très clair. Si on va un petit peu plus loin maintenant, dans la coda, on commence à voir que l'énergie moyenne commence à s'amplifier au voisinage de la position moyenne de la source. Et puis si on continue dans la coda, on arrive à un régime dans lequel on voit un pic, et bon, ça ne vous étonnera pas, mais ça peut étonner les expérimentateurs des sciences de la nature comme nous, c'est que si on prend un petit bout de papier, on dit que le pic il doit être à 2. Alors, à Cargès, on discutait plus tôt pourquoi il n'était pas exactement 2. Nous, on était super épatés. Le pic est à 2, et donc, on voit effectivement la rétrodiffusion cohérente. Alors, la rétrodiffusion cohérente, ce qui était vraiment important pour nous, si j'arrive à faire avancer ce truc, ce qui était vraiment important, c'est qu'il y a des effets de phase. Les effets de phase sont là, ils sont présents dans ces données multiplement diffusées. Alors, moi, ça ne me choquait pas tellement parce que je ne venais pas de la physique stat. Moi, il n'y a pas de moyenne de configuration. J'ai une terre, et ce qu'elle est, et donc tout est quand même largement déterministe. Alors, donc ça, c'était un premier argument. Le deuxième argument qu'on pouvait étudier, pris du point de vue de la physique, c'est de se dire, quand on va vers la diffusion, mais alors, bien sûr, théoriquement, si on va vers la diffusion, puis qu'on fait tendre T vers l'infini, on va aller vers un truc équipartitionné, thermalisé, je ne sais pas comment on l'appelait. Équipartitionné, c'est-à-dire tous les modes sont excités, et de façon statistiquement équivalente. Alors bon, c'est pas un milieu infini homogène, simple, voilà, il y a l'isotropie qui doit apparaître localement, et puis l'écart à l'isotropie, c'est la diffusion, justement. L'expansion de la diffusion. Alors, on a étudié ça, et le problème, en quelque sorte, mais le charme de l'élasticité, c'est qu'en élasticité, il y a deux modes, quand même. Il y a les modes de compression et les modes de cisaillement, qui sont différents. Et si on équipartitionne, vous voyez que l'espace des phases n'est pas le même. Donc, il va y avoir quand même des propriétés qui doivent apparaître, et une des propriétés, c'est l'énergie totale, qui est représentée par les ondes de cisaillement, et l'énergie totale représentée par les ondes de compression. Et donc, une proposition théorique, c'est que dans les ondes de la coda, on s'attendrait à ce que le rapport de ces énergies devienne constant, parce qu'on est en train d'aller vers une position d'équipartition. Et quand on fait de la simulation numérique, c'est ce que vous voyez ici à gauche, où c'est encore une fois du transfert radiatif couplé. On voit voilà, le fit à la diffusion en haut, mais ce qu'on voit en bas, c'est le rapport entre ES et EP qui converge très vite vers la valeur prévue par l'équipartition asymptotique de la diffusion. Et ce rapport ici, dans ce cas-là, c'est 10.4, on sait le calculer, c'est 2 fois le cube du rapport des vitesses. Et on a donc facilement ces arguments-là. Alors maintenant, on va aller sur le terrain et on va essayer de mesurer ces rapports. Et alors là, après, nous, c'est l'expérimentation, on le fait avec des tremblements de terre, ils se produisent quand ils veulent, où ils veulent, donc c'est pas toujours très très simple, mais on peut, encore une fois, utiliser des techniques de réseau. Avec des techniques de réseau, on peut calculer l'énergie séparément des P et des S, en faisant la séparation entre un champ divergent, un champ rotationnel. Donc on va calculer les rotationnels et les divergences, et calculer l'énergie associée, et on s'aperçoit que c'est une énergie qui varie très très vite, comme vous le voyez en bas, le rapport S sur P sur les données à droite en bas. Ça varie très très vite, ça peut varier énormément au moment de l'arrivée des ondes directes, et puis ça tend à se stabiliser. Alors on a fait ça avec un exemple que vous voyez là, mais ce que nous dit la théorie, c'est qu'en fait ce rapport il dépend de quoi? Il dépend des équations d'élasticité de base. Donc la source peut être n'importe quoi, elle peut être n'importe où, on devrait toujours voir le même rapport. Et ça, c'est ce qu'on est allé tester dans une région sismique, et on a vu que le rapport en question
était quelque chose qui était observationnellement assez stable. Alors bon, je raconte l'histoire de façon courte parce que bien entendu il peut y avoir des petits problèmes. Toujours est-il que à partir de là, on s'est reposé le problème pour traiter ça au-delà du petit calcul sur le dos de l'enveloppe et essayer de comprendre si on avait une bonne prévision de ce genre de choses. Et vous voyez le résultat ici, et une théorie avec le demi-espace, en prenant en compte les ondes de Rayleigh, donnait une très bonne prévision de cette observation qui finalement paraît assez générique. Donc la conclusion de ça, c'est que nos ondes de la coda, finalement, elles se sont pas mal approchées d'un régime qui sera un régime de diffusion et d'équipartition entre les P et les S. Et ça, c'est très important parce que c'est ce rapport entre P et S qui fait la forme des sismogrammes et qui fait les ondes de Rayleigh aussi. Puisque les ondes de Rayleigh associent les ondes P et les ondes S. Alors, quelles sont les implications quand on en est arrivé là? Quelles sont les implications? Eh bien, c'est que si on suppose que ce champ est complètement diffus, on peut l'écrire comme une somme de modes, excitée donc de façon aléatoire, mais homogène. Et l'idée, c'est que si on fait la corrélation de ces enregistrements qui correspondent à des sommes de modes, eh bien, on va trouver de façon assez naturelle que, vous voyez, bon, je vous passe les calculs, mais on est presque à la définition de la fonction de Green. Enfin, pas tout à fait de la fonction de Green. Mais, et en particulier, si on met la source et le récepteur au même endroit, un jour, j'avais dit ça et quelqu'un m'avait posé une question, si je me rappelle bien, c'est le monsieur là au premier rang. Donc je lui réponds tout de suite avant qu'il m'avait, je lui dis oui, c'est la densité des états. Et la densité des états, c'est la partie imaginaire de la fonction de Green. Mais vous voyez que c'est plus général que ça. C'est la fonction de Green. On peut la calculer si on calcule des corrélations à 2 points. Et si on fait des corrélations à 2 points, on devrait retrouver cette partie imaginaire dont on a déjà parlé avec Mathias hier, qui correspond à la double contribution des ondes causales et acausales. Alors là encore, on peut faire une petite remarque. Si on est proche, si on a 2 points proches, c'est un vrai problème, parce que ce n'est pas la fonction de Green. On en a parlé, il n'y a pas de singularité, etc. Mais si vous êtes loin, vous voulez faire de l'imagerie, c'est pas grave. Je dirais même, c'est même bien, vous l'avez 2 fois. Donc pour votre mesure, vous pouvez même utiliser ça. Et donc nous, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, ce qu'on a commencé par faire, c'est prendre vraiment des ondes de la coda, mais trouver des ondes de la coda avec des très bons rapports signal sur bruit, etc., c'est pas si facile. Et donc on a vite été limité par le fait qu'on avait des temps de corrélation qui étaient assez courts. Donc notre évaluateur de la corrélation n'était pas très bon, on avait des signaux assez bruités. Mais vous voyez ici, en faisant une analyse... Ah oui, c'est assez petit, là. En faisant... Voilà, bah, quand même, je vous explique. On a 3 directions. On a 3 directions. On a 3 directions d'enregistrement des déplacements. Vous pouvez imaginer 3 directions de force qui s'appliquent. Vous faites le tenseur de Green, ça a 9 termes. Et c'est ce qui est calculé ici, donc on calcule toutes les corrélations avec les polarisations croisées. Et ce qui est joli, mais bon ici c'est bien, je peux vous le dire, je vous le dis, c'est qu'on trouve des ondes ici qui se propagent, c'est des ondes de Rayleigh, on les trouve seulement dans certaines de ces configurations pour des raisons de polarisation, c'est des vraies données. Hein. Et puis il y a des directions qui sont nulles, c'est ce que nous dit la symétrie du tenseur de Rayleigh, et on retrouve ça dans nos données. Il y a des directions où on voit les choses, des directions où on ne les voit pas. Et ici, on a le transverse-transverse. On voit une onde ici, et c'est l'onde que les sismologues aiment bien pour imager, c'est l'onde de Love. Et donc, on retrouve bien les caractéristiques du tenseur de Krill. Donc, c'est intéressant, mais comme je vous le dis, travailler avec la coda, c'est pas facile. Et donc, la tentation, c'est de se dire, on a quand même ces océans qui sont en train de faire du bruit, et on voudrait bien utiliser ce bruit. Donc l'idée, maintenant, elle s'est exprimée clairement à ce niveau-là, c'est on va essayer de faire des sismogrammes virtuels. On va inventer nos sismogrammes à partir des observations de façon complètement empirique. Donc on a, d'habitude on fait l'imagerie avec des vrais sismogrammes, une source, un récepteur. Là on a 2 récepteurs, on va essayer de reconstruire la réponse entre les 2 points et utiliser ça pour imager. Et tout de suite, je vous dis où je veux en venir, c'est que si on peut faire ça, on connaît exactement la position des 2 stations. Et dans la pratique, les 2 stations, elles ne bougent pas pendant 30 ans.
Donc on a des longues séries temporelles de signaux qu'on peut vraiment ramener aux mêmes conditions de mesure. Et puis, on fait des corrélations. Alors, les corrélations, ça a un côté génial, c'est que c'est le temps de corrélation, c'est un temps absolu en quelque sorte. Donc, on va perdre une information qu'on ne connaît pas, c'est le temps de la source. C'est qu'on travaille avec des tremblements de terre, on n'a jamais une précision fantastique sur où était le tremblement de terre et à quel temps il s'est produit. Alors que là, on a enlevé cette difficulté. Et ça ouvre une possibilité sur laquelle on va revenir, c'est que si je peux faire cette mesure entre deux points aujourd'hui, je vais la faire à une période de quelques secondes, et on est en une saison où en fait les sources que je vais utiliser sont probablement dans l'hémisphère sud. Mais là, le mouvement que j'ai ici va quand même contenir cette information. Donc il y a des ondes qui viennent de très très loin qui éclairent. Mais si je peux le faire aujourd'hui, je peux le faire demain. Et donc je vais pouvoir répéter mon expérience passive. Donc je ne vais pas avoir des questions de répétabilité de mes sources, de l'évolution de mon milieu. Si vous tapez sur un truc, chaque jour c'est différent. Là, on n'a pas ce genre de choses. Donc on peut essayer d'aller faire ce que je vous présentais au début, c'est-à-dire aller vers une imagerie temporelle de la Terre et faire de ce que moi j'avais appelé, par analogie avec la médecine, faire de l'imagerie fonctionnelle. On va essayer de regarder comment la Terre fonctionne en regardant en fonction du temps. Donc tu n'as pas besoin de savoir où est la houle? Non, pas vraiment, parce que ce que tu supposes, c'est que tu as des... Tu vois, si tu étais dans un truc complètement équipartitionné, tu fais ta mesure, tu n'as pas besoin de savoir, tout est excité, tu fais la corrélation te donne la fonction de Gauss. Alors en fait, bien sûr, c'est un peu plus... Mais vous allez voir, c'est très robuste, même si ça ne marche pas tout à fait comme ça devrait. Ça y est, on a déclenché la houle pour toi. Ouais. Super, merci. Tu peux mettre les stations. Alors, pour construire ces sismogrammes virtuels, on a eu beaucoup, bien sûr, de discussions à Cargèse, et il y a plusieurs types d'approches qui permettent ça. Sous certaines conditions, sur les sources du bruit ambiant, la corrélation à 2 points donne accès à la fonction de Green. Alors, il y a des théorèmes qui nous disent ça, mais bien sûr, c'est dans les détails que sont cachées les choses, c'est quelles sont les hypothèses qu'on fait sur ces théorèmes. Mais donc l'idée de base, c'est qu'il y a un théorème de la corrélation qui nous dit ça, et c'est celui qu'on veut utiliser. Alors on va l'utiliser soit avec l'équipartition donnée par la coda, soit avec la distribution des sources qui va nous permettre d'exciter tous les modes. Et ce qu'il faut voir quand même, c'est que la vie est toujours entre les deux, parce que si vous excitez une source, vous faites des ondes de la coda aussi. Donc probablement, ce qu'on dit là sur les répartitions de sources et tout, ce qui rend la méthode robuste, c'est quand même que la Terre est complexe. Et qu'on a effectivement toujours une part de coda. Et la coda, ça fait quoi? Ça distribue dans l'espace des phases des ondes dans toutes les directions, etc. Donc voilà. Et donc il y a eu ici des discussions importantes. Alors, vous avez vu une photo de Yves Colonne-Verdière qui s'est attaché à comprendre ce problème et qui avait travaillé là-dessus et qui voulait montrer de façon mathématique dans quelles conditions une distribution uniforme de sources permettait d'accéder vraiment à la fonction de Green. Donc il a travaillé là-dessus. Des approches pour bien comprendre ça ont été faites avec des champs scalaires par différentes personnes, dont Philippe Roux. Et donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans cette direction. Alors, la distribution uniforme de sources, c'est bien dans les théorèmes, mais difficile à imaginer. D'autres approximations, c'est d'écrire des théorèmes de représentation dans lesquels on va essayer de limiter. Alors là encore, ça nous rappelle ce que vous expliquiez, Mathias, hier. On peut faire des théorèmes de représentation pour la corrélation qui nous permettent d'exprimer la corrélation par des intégrales de volume et des intégrales de surface sur une limite. Et alors là, l'idée, c'est que si la surface est suffisamment loin et que l'atténuation est suffisamment faible, on peut ramener ça à une intégrale de surface. Et ça a été beaucoup discuté, y compris à Cargèse, par Kees Wappenaar. Donc l'idée de la frontière extérieure. Et on a montré que ça marchait bien, en fait,
Donc c'est des méthodes robustes, alors on peut essayer de comprendre pourquoi. Et la vision intuitive, finalement, qui se rajoute à tout ça, parce que on avait ces colloques ici en présence d'un membre éminent de l'Institut Langevin, on ne pouvait pas échapper au retournement du temps. Et en fait, le retournement du temps, c'est vraiment quelque chose, vous avez vu depuis le début, il y a le causal, la causale, on baigne là-dedans. Alors, je reprends le retournement du temps. Et l'expérience de Mathias, ce qu'il vous a présenté hier. L'idée, bon, vous vous rappelez, on a une source, on a un miroir qui à la fois enregistre, on peut électroniquement retourner les signaux en temps, et puis les réémettre et reviennent focaliser sur la source. Et ça marche magnifiquement, mais nous a-t-il expliqué, le problème c'est qu'on ne sait pas arrêter les ondes qui convergent, donc en fait il y a la convergence et la divergence, donc typiquement les deux parties de la fonction de Green, c'est-à-dire j'en reviens à la partie imaginaire de la transformée de Fourier de la fonction de Green. Et quand on en est là, on peut essayer, nous, de reprendre le problème, nous, pauvres sismologues, qui ne disposons pas de ces miroirs à retournement temporel, parce que nous, on ne peut à peu près rien faire. On ne peut rien faire d'actif. Donc il faut qu'on fasse une version passive. Alors la version passive, c'est si on reprend le dessin qui était là, et on prend un élément du miroir. Alors, on a une source qui est au point P1, que je vous ai mis en rouge sur le petit diagramme de droite. Et ce qu'on fait, c'est que la source émet et elle va vers ce point S du miroir. Et donc, c'est ce qui est écrit G, P1, S de T. Et moi, je peux vous dire que ce qui ne me coûte rien, c'est de vous dire que c'est aussi G de S et de P1 de T, parce que c'est le théorème de réciprocité. Et donc, je peux toujours écrire ça. Donc, vous voyez, maintenant, je dis la source est en S. Puis, je fais le renversement du temps. Donc, je vais prendre mon signal et j'en fais un G de P1, S de moins T. En transformé de Fourier, je vais juste prendre le conjugué. Et puis, je vais réémettre vers S2. Et vers S2, vers P2, pardon, je vais de S à P2. Et donc, je vais faire l'expérience de Mathias. Je vais convoluer avec le signal retourné. Et donc, vous voyez que j'ai utilisé la réciprocité. Donc, ma source est en S. J'ai mes deux points. Et j'ai convolué par T et moins T. Convolué par T et moins T. Alors là, c'est basique, il n'y a rien à discuter. C'est la corrélation entre les deux signaux. Donc, on peut faire une version sans émission, une version intégralement passive si les sources sont distribuées sur le miroir. Alors, bien sûr, vous pouvez lutter contre l'hypothèse qui est de dire oui, mais attends, c'est fonction de Green, il faut que tu aies des sources partout, que ça soit effectivement les bonnes sources et que les sources aient les bonnes propriétés de distribution. Tout ça, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Et donc, il y a toujours des raisons pour ne pas faire les choses. Mais on va chercher des raisons pour les faire. Et donc, on va essayer donc d'aller dans cette direction-là pour comprendre nos affaires. Donc, on a des sources qui entourent les capteurs, on calcule les corrélations à deux points, et on cherche les signaux qui existeraient. Alors, ça ressemble à ça. Vous avez P1, P2, et vous voyez la Terre, et ce qui est codé sur la planète, c'est les sources de bruit autour d'une période là, de 7 secondes. Et ici, on est en juillet, et vous voyez qu'en juillet, les sources de bruit sont essentiellement dans l'hémisphère sud. Ah, donc il faut que j'arrive à lancer ma... Oui, oui. Bon, je ne vais pas y arriver. C'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer? Les sources de bruit vont migrer. Elles vont migrer avec la météorologie, elles vont se balader dans l'hémisphère sud pendant tout l'été, puis elles vont remonter vers l'hémisphère nord, puis elles vont se balader sur l'hémisphère nord pendant tout l'hiver. Donc elles vont fournir en fait une distribution de sources qui entourait mais à l'échelle de la planète, entoure mes sources. Eh bien, je dis c'est des méthodes robustes parce qu'en fait ça suffit à reconstruire les sismographes. Et si on fait cette expérience-là et qu'on corrèle un point avec tous les points autour et qu'on fasse des snapshots à différents temps, ce que l'on va voir, c'est ce que vous voyez ici. Ça c'est URS Array.
c'est un réseau donc, qui couvre une partie des États-Unis et qui se balade en fonction du temps. Et il y a une station de référence et les corrélations sont calculées à toutes les autres stations. Et à un instant donné, vous pouvez faire le snapshot dans le temps des corrélations. Et vous voyez l'onde qui se propage depuis cette station vers l'extérieur en fonction du temps. Et donc, ce sont des ondes de Rayleigh, ici, qui sont présentes. Et avec ça, on peut faire de l'imagerie. On peut utiliser, par exemple, ces images et puis l'équation de Léconal pour mesurer la vitesse de phase locale. Mais surtout, ce que ça ouvre comme possibilité, c'est que même quand on a un réseau de petites dimensions, c'est ce que vous voyez en bas, c'est la Californie du Sud quand même, c'est pas si petit que ça, mais quand on prend toutes les stations en Californie du Sud, avec cette approche-là, on peut calculer tous les trajets entre toutes les stations. On va générer beaucoup plus de données dans une certaine mesure. Et avec cette couverture-là, on peut faire une carte de la vitesse des ondes de Rayleigh à une fréquence donnée, et vous avez une carte de très haute résolution. Et là, vous voyez que l'effort, on peut bien sûr améliorer la tomographie, mais l'effort vient des données. C'est qu'on a une énorme densité de données. Une fois qu'on a cette densité de données, on peut aller prendre un objet en Californie et puis utiliser les méthodes standards de l'imagerie sur nos données qui sont maintenant des données virtuelles. Et juste encore une fois, ici, vous voyez peut-être un peu mieux les différentes ondes. Hein. Donc ici, c'est radial-radial, on voit les ondes de Rayleigh. Ici, c'est transverse-transverse, on voit les ondes de Love. Mais vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que pour un trajet, potentiellement, vous pouvez mesurer les ondes de Rayleigh 4 fois, mais pas seulement 4 fois, parce qu'il y a des temps positifs et négatifs, donc vous pouvez les mesurer 8 fois. Et puis les ondes de Love, vous les avez que 2 fois. Mais vous avez 8 fois les ondes de Rayleigh pour tous les trajets, ce qui veut dire que vous pouvez vraiment faire des statistiques et des analyses de qualité qui sont très, très bonnes et qui vous permettent d'utiliser les outils standards de la tomographie 3D pour faire des images tomographiques tridimensionnelles de la faille de San Jacinto ici. Alors on peut faire ça avec les ondes de surface, près de la surface, et on peut regarder des objets d'intérêt, comme ce que nous a présenté Barbara. Ici, c'est des secondes. Donc on essaye de prendre un réseau en Europe, un réseau aux États-Unis, et on va faire un espèce de double beamforming des signaux que l'on observe. Et ce que vous voyez très bien, c'est que les signaux, ils sont très bien définis, ils sortent vraiment du bruit, c'est tout petit quand même. Hein. On regarde la corrélation entre une station dans les Alpes et une station dans les Apennins, dans le bruit ambiant. Et ici, vous voyez ces trajets-là qui correspondent, ces signes ici, vous avez le temps en fonction de la distance, et les trajets CP et PCP avec les points bleus qui vous donnent les temps d'arrivée dans le modèle de référence. Donc vous voyez qu'on trouve très bien P et PCP. Alors l'intérêt de se mettre à ces distances, etc., c'est que tous les effets qui sont près de la surface, ils vont disparaître parce qu'ils sont communs aux deux trajets. Et on va regarder ce qui se passe ici. Et ce qui se passe ici, on l'a projeté, on voit ici la réflectivité. La réflectivité, on est juste à la limite entre le noyau et le manteau. Et la chose intéressante, c'est que au-dessous d'une certaine valeur, qui est 2885 km quand tout va bien, et bien c'est transparent, c'est le noyau. Le noyau, c'est liquide, il y a de la convection rapide, c'est très homogène, la sismologie ne voit pas. Par contre, au-dessus, on voit qu'il y a une zone où apparaît des réflectivités bien au-dessus de la limite entre le solide et le liquide. Et donc c'est intéressant parce qu'on peut mesurer les longueurs caractéristiques de cette hétérogénéité et les mettre en relation avec les modèles qu'on peut proposer pour l'expliquer. Et ça peut permettre d'éliminer des modèles, mais il faut que j'avance plus vite. Et donc je voudrais maintenant passer au suivi temporel et je vais aller vite parce que je suis toujours trop bavard. Et en gros, l'idée c'est, est-ce que conceptuellement, on va pouvoir arriver à des précisions qui nous permettent de voir les changements dans la Terre. Alors, on a découvert des changements, on savait qu'il y en avait déjà, avec des méthodes soit actives, soit avec des gens qui comparaient des tremblements de terre très proches, mais là on essaye de le faire sur des séries longues, et je vais directement passer un exemple qui est là, et l'exemple en question, c'est ce qui se passe au Japon. Et quand même, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je ne vois pas ma souris. Elle est sur l'écran. Ça va pas être facile. Donc,
en fait, au Japon, on va au Japon parce qu'il y a des grands tremblements de terre, mais il y a aussi des grands réseaux, sismiques. Et on a une couverture, bah tiens, là il démarre. Bon, il est parti tout seul. Et donc on a une très très forte densité de stations. Alors on utilise cette technique-là et on a regardé ce qui se passait dans la période autour du tremblement de terre de Tohoku. Alors, je vous montrais cette figure pour deux raisons. La première, c'est que on a commencé à faire cette... là, je l'ai vu. Hop. On commence à mesurer 90 jours ou quelque chose comme ça avant. Et vous voyez ici l'échelle à laquelle on est. Et l'échelle à laquelle on est, c'est 10-2% de variation relative. C'est-à-dire qu'à 10-4 près, ce que vous dit cette mesure, c'est que la vitesse sismique dans la croûte du Japon ne change pas. Et ce qui va se passer, c'est que le temps où on va arriver au moment du tremblement de terre, maintenant, vous voyez que la vitesse des ondes sismiques bouge à l'échelle régionale. Sur une grande partie de Honshu, il y a un changement de vitesse. Et un changement de vitesse qu'on mesure bien, parce que vous voyez que les changements de vitesse qu'on mesure, ils sont plus d'un ordre de grandeur au-delà de ce niveau de bruit qu'on voyait au début. Alors théoriquement, on avait fait une petite étude qui montrait que la précision relative qu'on pouvait attendre, c'était de l'ordre de 10-4. 10-4, 10-5. Et quand on regarde les données, effectivement, à 10-4, quand on prend des périodes où il ne se passe rien, ce qui est rare, finalement, on va être à ce niveau-là. Alors, on a pu aller un petit peu mieux, et on a pu faire des applications dans différents domaines. Alors, très vite, je voulais juste vous montrer qu'il peut y avoir des applications industrielles. Là, on est dans une mine. Il va y avoir une grosse explosion qui a pour but d'ouvrir une nouvelle galerie. Il y a des stations sismologiques qui sont là pour surveiller la sismicité. Et surveiller la sismicité dans les mines, ça a sauvé des dizaines de vies depuis quelques années parce que ça permet de prévoir les effondrements par l'apparition de la fracturation. Et donc on a essayé d'utiliser des techniques... voilà. Et vous voyez ce qui se passe ici, il y a quelques fluctuations, et là, on va arriver au moment où est du tir. C'est la valeur moyenne qui est en bas, et puis vous voyez la carte, qui est une vision 3D autour des stations sismologiques. Et au moment du tir, on observe un phénomène très clair, c'est chute de vitesse dans une grande zone autour, puis relaxation, puis finalement atteindre un nouvel état dans lequel les vitesses ont effectivement changé de façon statique. Et ici, on voit de la physique, qui est celle que les gens discutent dans les expériences de laboratoire. On a une phase où c'est le changement rapide dû aux ondes, avec une dynamique très rapide de chute, puis une relaxation lente, et au bout du compte, quelque chose de mécanique classique, le changement de distribution de la contrainte normale après l'explosion et le creusement de la... Voilà. Donc c'est des méthodes qui peuvent vraiment s'appliquer. Puis un domaine en fait qui a commencé à nous intéresser un peu par la bande, parce que ce qu'on a découvert, c'est que si on mesure la vitesse, elle change tout le temps en fait. Hein, si on ne fait pas de correction, et c'est là que je vous ai un peu menti tout à l'heure, c'est qu'on avait fait des corrections. Les corrections, c'est des corrections météorologiques. Et donc ici, vous voyez, si on mesure pendant 20 ans la vitesse sismique dans la région de Los Angeles, on voit la courbe que vous voyez en haut où la vitesse en fait augmente vers le bas. Ça, c'est des trucs de sismologue parce qu'on travaille avec le temps, donc on met les vitesses à l'envers. Et j'aime bien ta vitesse qui remonte vers le bas. bah, c'est ça, elle augmente vers le bas. Et on voit des épisodes qui n'ont pas vraiment de périodicité, vous voyez. Et ça, c'est les épisodes d'années avec beaucoup de précipitations. Mais globalement, ce qu'on voit clairement à grande échelle, c'est l'augmentation de la vitesse. Et on peut la mapper, on peut faire des cartes de ça, on peut faire des snapshots aussi, je ne sais pas si je peux vous les montrer, mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on est en train de perdre les réserves en eau de Californie, et on peut faire des cartes pour voir, et vous voyez très bien que, en particulier, l'endroit où on perd le plus, c'est le bassin de Los Angeles, proprement dit,
alors que Santa Ana est beaucoup mieux préservé, mais il est aussi connu pour être géré avec beaucoup plus de soin. Et ces effets-là, on est capable de les prédire très correctement. Ça, c'est un exemple qui vient d'Italie, mais je vais aller vite, juste pour vous montrer la courbe. Il y a une courbe bleue et une courbe noire. Et la courbe bleue et la courbe noire, c'est la variation de vitesse et le modèle qu'on fait à partir d'informations uniquement météorologiques. Donc vous voyez qu'un des problèmes qui se pose, comme pour le GPS, comme pour beaucoup d'autres phénomènes naturels, c'est la superposition de différents forcings qui viennent quand même nous ennuyer un petit peu. Alors, quelles sont les perspectives? Il me reste encore 2 minutes? Bon. Les perspectives. Donc, on fait cette imagerie suivie temporelle, on voudrait la faire avec les ondes de volume aussi. Pas seulement la faire avec la coda. La coda, c'est compliqué. Alors, la première chose, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec les ondes de volume? Et là, on peut utiliser des méthodes matricielles qui sont les mêmes que celles qui sont utilisées en acoustique ou en optique, qui ont pour but d'utiliser toute l'information et de faire des corrections des aberrations. Et donc ça, c'est ce qu'on fait avec Alexandre Aubry. On retourne toujours sur la même faille en Californie. Cette fois, on la regarde à une échelle différente, qui est maintenant kilométrique, et on va prendre un réseau. Là, il y a 1000 stations. Et on va calculer toutes les réponses entre toutes les stations. C'est horriblement bruité, mais c'est horriblement redondant. Et donc on va utiliser cette technique matricielle qui en fait est une technique qui va vraiment utiliser la redondance, puisqu'on va aller beamformer, double beamforming de toutes ces données-là. Et ce qui est raffiné là-dedans, c'est le fait qu'on sait enlever une partie du multiple scattering et on fait une correction d'aberration. Et quand on fait ça, mais on peut trouver des images, par exemple ici c'est le profil E', dans lequel on voit quelque chose qu'on aurait aimé voir avant, mais vous voyez ici, on s'aperçoit de la symétrie de l'image. La symétrie de l'image, c'est la faille ici. Et donc on a des couches qui sont visibles d'un côté ou de l'autre, parce qu'à cause du mouvement, les structures ont été décalées. Et puis, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est cette région ici, où on a beaucoup de scattering, et vous voyez que c'est une forme de scattering qui disparaît avec la profondeur, et ça, c'est l'endommagement. Et donc, pour la physique de la faille, pour la mécanique de rupture sur le temps long, c'est ça qui va être important. Et on se rend compte que ce sont des structures très compliquées, avec des variations latérales importantes. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Ensuite, on veut quand même continuer à utiliser la coda, et là, on est face à des problèmes assez difficiles et théoriques. On a ce problème du couplage des ondes de surface et de volume, qui est vraiment un problème compliqué sur lequel on discute beaucoup avec les matheux. Et là, on avance petit à petit, on cherche à calculer les noyaux du problème d'inversion avec lequel on pourra faire l'imagerie. Et on avance petit à petit, je dois dire, c'est assez compliqué. Mais ce qui est intéressant, mais je ne vais pas arriver à vous le montrer parce que j'arrive pas à un truc, c'est dommage. On pensait que c'était un problème simple et puis ça l'est pas. Et je ne sais pas comment faire pour vous montrer ma figure, mais je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps. Donc j'essaierai de la redémarrer après. Et finalement, c'est très compliqué d'utiliser ces kernels en présence d'inhomogénéité du scattering. Parce qu'en fait, on va créer des chemins, et bon, je vais essayer de la démarrer après. Et juste pour finir, et puis pour vous libérer, améliorer la reconstruction, il faut qu'on arrive à analyser le bruit, et donc on utilise des méthodes de représentation pour faire de la séparation non supervisée des signaux et pour détecter des signaux nouveaux, parce que c'est ça qui est nouveau en sismologie aussi. C'est en fait, depuis 10-15 ans, on a découvert des signaux nouveaux, des phénomènes nouveaux qu'on ignorait, et là encore à des échelles de temps intermédiaires. Donc c'est vraiment un sujet pour lequel on a besoin de développer des méthodes qui vont profiter en tout cas des moyens de l'intelligence artificielle. Et nous, on a choisi une voie ici, qui est celle de dire on va quand même laisser des mathématiques là-dedans. Donc on va chercher des représentations qui sont dans l'esprit de la scattering transform de Stéphane Mallard. Et on va utiliser des moyens
d'intelligence artificielle, parce qu'il y a quand même des paramètres dans ces transforms, en particulier les wavelets qu'on peut utiliser. Et nous, on a mis au point une approche dans laquelle on utilise l'AI pour apprendre les wavelets et avoir une représentation qui est optimale pour la séparation, la partition des populations. C'est-à-dire que ce qu'on optimise, c'est la densité des clusters et leur éloignement. Et donc avec ça, on arrive à bien séparer différents types de signaux, on découvre des choses intéressantes, et surtout on va améliorer notre imagerie. Et voilà, puis ici j'avais mis le nom de quelques acteurs, des gens qui ont directement été impliqués dans cette affaire-là, et puis voilà. L'année prochaine, il y aura une école. Ce qui va complètement changer par rapport à celle qu'il y avait avant, c'est les speakers. Et bien sûr, parce que voilà, on vieillit. Hein. Et surtout, il y a un truc qui, moi m'a vraiment plu à la dernière école qu'on avait fait. C'est quand on a parlé de celle-là, on a invité des gens. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui sont maintenant des leaders loin de nous, qui ne travaillent pas du tout avec nous, qui sont en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, etc. Et c'est des gens qui nous ont dit « Ah oui, mais nous, on a commencé là ». Et donc, il y a un renouvellement quand même de la population qui est intéressante. Et donc, à la fois, je suis content, on va continuer, mais en même temps, ça nous échappe. Voilà, je vous remercie. Le temps pour une ou deux questions? Sophie? J'ai l'impression que contrairement au milieu aléatoire qu'on manipule en optique ou électromagnétisme, là on a des anisotropies très fortes quand même dans les couches. Et donc la propagation des ondes, elle est vraiment vectorielle. Là. Comment c'est... Est-ce qu'on perd complètement toute cette info au loin et dans le... On perd l'information vectorielle des ondes à un moment? Non, en fait, c'est exploité. Non, on ne perd pas d'informations sur les ondes, je pense. On n'a pas vraiment... tout ce qu'on dit là sur les fonctions de grid, c'est assez général. Tu peux avoir une hétérogénéité comme tu veux, et nous, de toutes les façons, tout ce qui nous intéresse, tout ce qu'on doit prendre en compte dans la Terre, par exemple, c'est cette stratification de premier ordre, elle est présente, tu vois. Et on arrive à aller discuter d'une interface en profondeur en utilisant ces techniques. Et c'est l'intérêt, bon, on regarde des exemples, etc. Certains sont assez simples à comprendre, mais on est quand même guidé par des résultats mathématiques. Je veux dire que Colin serait là et dirait c'est moralement la même chose. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs comme réponse, mais c'est contenu dans les résultats. Tout le formalisme qui est là, il est linéaire. Alors pour la houle, je veux bien le croire, mais pour les tremblements de terre, ça paraît étonnant, quoi. Alors, les tremblements de terre, si tu veux, c'est linéaire partout sauf à la source. Et sauf dans les plus grands tremblements de terre, où tu as des effets qui sont liés aux couches superficielles qui sont très peu consolidées. Mais pour la propagation dans la Terre, c'est un bon modèle d'avoir d'un côté une source où tu as collé la non-linéarité, et puis éventuellement des effets de site où tu vas avoir de la non-linéarité. Mais pour la propagation, les amplitudes sont tellement faibles en fait, que tu restes dans un régime qui est quand même très proche du linéaire. Donc ça marche très bien. Et la houle elle-même, si on a du bruit, c'est parce qu'il y a une interaction non linéaire. En fait, c'est pas la houle qui crée, c'est l'interaction des houles opposées qui crée une pression à la base avec une fréquence double. Et c'est ça qu'on voit dominant dans nos signaux. Oui. Ce n'est pas directement lié, mais je me demande s'il y a des recherches de créatures dans la nature qui sont des choses que nous, on ne peut pas capter pour le tremblement de terre. Et est-ce qu'il y a, avec des résultats comme ça que vous avez, est-ce qu'il y aura des recherches? Oui. Alors, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur la sensibilité au tremblement de terre. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de résultats qui ont montré quelque chose de clair. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les gens qui ont fait de l'éthologie de différentes espèces et qui montrent la façon dont la sismologie avancée est quelque part codée dans le proto-cerveau des scorpions.
qui font de l'analyse de réseau et qui savent séparer les ondes P et les ondes de relais. Et c'est pour ça que, étant aveugles et chassant de nuit, ils existent depuis 300 millions d'années, ils survivent très bien à tout, et ils ont un taux de réussite à la chasse qui est très élevé. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi, et l'explication tient à ce genre de choses. Donc probablement, les ondes à la surface jouent un rôle très important dans beaucoup de systèmes de détection, parce que bien sûr les scorpions font ça, mais l'évolution étant ce qu'elle est, les blattes qui ont survécu, elles ont aussi appris à détecter le mouvement du scorpion. Par exemple, si tu as un éléphant qui a 4 pattes, et chacune de ces pattes est un détecteur sismique, tu peux corréler les signaux entre les 4 pattes, et tu arrives à faire une ouverture qui peut former, et te dire, tiens, le tremblement de terre vient de là-bas. Ben écoute, le scorpion fait ça. Non, mais le scorpion fait ça. Et c'est exactement ce que fait le scorpion. Il a des cils sensitifs sous ses pattes, et il détecte la direction, mais le mystère, c'est qu'une fois que tu as les directions, Mathias, tu pars en courant comme un fou dans la direction. Ouais, voilà. Et lui, il est plus malin que ça. Il sait aussi la distance. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que quand tu prends un scorpion des sables et que tu le mets sur un matériau qui a des coefficients de poisson complètement différents, il n'est pas bon. Parce qu'il est vraiment programmé pour un rapport de vitesse entre relais et P. Il a besoin de la vitesse du Voilà. Et alors, la question que tu peux te poser, juste pour finir avec ça, parce que je trouve que c'est assez fascinant, et les gens ont mis du temps à comprendre, ça prouve que l'interdisciplinarité aurait pu leur faire gagner beaucoup de temps, c'est que les scorpions, ils ont des trucs dont on ne savait pas ce que c'était, c'est des cils qui sont internes aux articulations de l'exosquelette. À quoi ça peut bien servir? Et en fait, alors les gens ils font pour vérifier, ils coupent, hein. C'est pas terrible, mais... Et effectivement, le scorpion perd son habilité à la chasse quand on lui enlève ses cils. Et en fait, ces cils, c'est le fait que son exosquelette est utilisé comme un capteur de rotation. Et il fait la différence entre les différentes ondes par le fait que il détecte soit des modes longitudinaux, soit la polarisation elliptique qui contient une rotation. Et donc il arrive à faire ça. Donc c'est pour ça que je dis que le scorpion a intégré pas mal entre le beamforming et les analyses de polarisation. Lui choper les cils. Une dernière question peut-être, non? Oui, Fabrice. Michel Amand, tu as montré les différentes corrélations que tu arrivais à reconstruire et suivant les paires, là, tu reconstruisais plusieurs fois ces signaux en V là, de Rayleigh. Oui. Et moi, naïvement, j'aurais dit que c'était plusieurs fois la même information, mais tu as eu l'air de dire qu'il y avait des informations différentes. Oui, parce que je vous ai passé sous silence toutes les difficultés. Une des difficultés, bien sûr, c'est que si tu as une distribution de sources homogène, tu dis il y a un théorème, c'est bon, je suis sûr. Si elle n'est pas homogène, ça peut devenir plus compliqué, parce que c'est une intégrale, et une intégrale qui est destructive, tu peux la voir comme une intégrale de phase stationnaire. Et si tu as par exemple une grosse différence d'amplitude entre les différentes directions, en fait c'est symétrique, tu sais, mais tu prends une grosse différence et tu recalcules l'intégrale, tu aperçois que la phase change. Donc tu vas faire des petites erreurs. Typiquement, quand on regarde des cas avec beaucoup d'anisotropie du bruit, tu peux trouver des erreurs typiquement dans la reconstruction de quelques pourcents, ce qui est beaucoup. Et quand tu fais de la tomographie, quelques pourcents, c'est ennuyeux. Par contre, si tu peux observer par exemple les temps positifs et les négatifs, et tu réfléchis à ça, tu vois que l'intégrale, c'est une autre intégrale. Donc si tu trouves la même phase avec deux intégrales différentes, qui sont géométriquement différentes, c'est une bonne indication que tu as convergé. C'est quand même assez robuste, hein, la phase stationnaire. Plus tes stations sont loin, mieux ça marche, etc. Et ce que j'ai passé sous silence, c'est le miracle, c'est qu'en pratique, c'est 10-4. Là, je te dis, on peut se tromper de 2-3% facilement. Si on... Bon, après, il faut travailler un peu, mais... et là, on peut quand même travailler parce qu'on travaille avec des ondes de scattering multiples. Et les ondes de scattering multiples, elles sont beaucoup moins sensibles à la source, ce qui paraît assez général comme concept, mais aussi parce que on a des scattreurs gelés dans la Terre. Le désordre est gelé. Et en fait, si tu fais l'analyse,
de te dire quel est l'effet du changement de bruit dans le cas du scattering. Il te faut considérer la statistique des trajets et utiliser à ce moment-là un truc sur l'intégrale, tu vois, pour calculer quel va être le changement imposé. Mais comme les trajets, comme les scatterers sont fixes, tu t'intéresses qu'au premier trajet en fait. Et si tu prends la statistique du premier trajet, c'est exponentiel. Et donc les plus courts ont des T sur T grands, mais les T sont tout petits. Et bon, après les grands, ils n'y comptent plus parce qu'ils donnent des valeurs très très petites. Bref, quand tu intègres tout ça, tu fais la moyenne et tout, le guess théorique c'est 10-5, 10-4 en prenant des courbes très hétérogènes. Mais c'est beaucoup plus stable la coda que le reste. Et ça tu le vois dans le données. On va s'arrêter là. Merci Michel.